Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis April, je suis autiste et donc en ce moment je fais des vidéos pour parler du narcissisme et notamment des familles toxiques. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur être dans une famille toxique, qu'est-ce qu'une personne narcissique, et j'ai parlé aussi des systèmes sociétaux et familiaux narcissiques, et j'ai fait une vidéo précédemment où je faisais la différence entre un autiste entre un autiste et un narcissique. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler des familles toxiques quand on est un enfant autiste. Donc être un enfant autiste dans une famille dysfonctionnelle, toxique, et du coup dans une famille qui comprend un parent narcissique, voire les deux parents, ou alors un membre de la famille qui est narcissique. Voilà, donc comment ça impacte le développement de l'enfant. En écrivant ma vidéo, je me suis bien rendu compte que c'était un sujet très vaste et assez complexe. Et donc, je pense que je ferai plusieurs vidéos, hein. Je veux toujours en faire plus qu'une à chaque fois. Donc, on va dire que ce sera une sorte de premier jet d'introduction. Et d'ailleurs, j'attends vos réflexions dans les commentaires pour prolonger ma propre réflexion. Et voilà, donc ça ne sera pas, bien sûr, exhaustif. Donc, je vais déjà redéfinir ce que j'entends par famille dysfonctionnelle, hein. Donc, par famille dysfonctionnelle ou toxique, j'entends donc une famille qui ne cultive pas du tout l'amour inconditionnel, hein, qui ne donne pas un sentiment de sécurité à son enfant, qui donne plutôt des rôles à jouer dans la famille. Donc, chaque enfant a un rôle à jouer. Et le parent narcissique, hein, va utiliser les enfants à des fins narcissiques. Donc, il peut les utiliser pour se sentir mieux, pour leur donner les mauvais côtés qu'il ne veut pas voir chez lui. Voilà, ça passe toujours à travers lui, et donc il va, ce parent, faire culpabiliser l'enfant, le rabaisser, voire l'insulter ou carrément le frapper. Tout en lui disant qu'il l'aime très fort et qu'il veut son bonheur. Voilà, donc c'est pour ça que l'enfant est souvent embrouillé et confus dans sa relation à son parent. Donc il ne faut pas voir la famille comme un environnement sain et propice au bon développement de l'enfant, mais plutôt comme un système organisé autour d'une personne qui a tous les pouvoirs sur les autres, et notamment sur les enfants. Et la réponse attendue de la part des enfants, c'est d'être soumis et loyal à ce parent, ou aux deux si les deux sont narcissiques. Mais attention, je ne parle pas d'une famille qui connaîtrait ponctuellement un événement qui ferait que le parent n'est plus disponible pour l'enfant, le parent peut-être se montre distant, voire ne prodigue plus d'affection à son enfant parce qu'il traverse une période de chômage, parce qu'il vit un deuil, voire parce qu'il est malade, vous voyez. Il y aura bien sûr des besoins émotionnels et affectifs qui chez l'enfant ne seront pas comblés à ce moment-là, mais c'est ponctuel et ça ne sera pas tout au long de la vie de l'enfant. Alors que quand on a une famille dysfonctionnelle, c'est vraiment structurel, donc il faut le voir comme un organisme vivant, hein, presque, qui serait défaillant à l'intérieur de lui, et donc qui entraîne les autres membres dans sa chute en fait. Voilà. Donc du coup, première étape, que se passe-t-il quand on a une personne autiste dans ce type de famille? Déjà, je voudrais déconstruire un cliché, une idée reçue qui dessert complètement la cause de l'autisme à mon sens. C'est quand on entend que les enfants deviendraient autistes à cause de la maltraitance qu'ils subissent, à cause d'un manque d'amour ou d'attention de la part de leurs parents. Bien sûr, c'est totalement faux. Non, une famille saine ou dysfonctionnelle, d'ailleurs, ne crée pas l'autisme de leur enfant. C'est toxique et validiste de penser ça. Validiste parce que ça considère l'autisme comme une conséquence d'une maltraitance parentale, donc quelque chose de plutôt négatif qui viendrait entraver la vie et le bon développement de l'enfant et qu'il faudrait soigner. Et c'est toxique parce que ça sous-entend aussi l'idée que quand vous avez un enfant autiste dans une famille, c'est qu'il y a potentiellement maltraitance, alors que ça n'est pas à chaque fois le cas, heureusement. C'est donc extrêmement culpabilisant, notamment pour les parents les parents bien intentionnés, bienveillants.
et bon, notamment la mère qui est souvent pointée du doigt par la société tout entière et notamment les professionnels de santé. Donc c'est une lecture qui est fausse, qui est biaisée. Je rappelle encore et encore que l'autisme est une condition neurodéveloppementale, une différence neurologique. Souvent c'est génétique. On est autiste, on meurt autiste, donc rien à voir avec la conséquence de l'attitude d'un parent, ni même avec l'alimentation ou un vaccin. Et d'ailleurs, je rebondis dessus, mais tenter de trouver les causes de l'autisme, à mon sens, c'est aussi idiot que de tenter de comprendre pourquoi un bébé est né avec les yeux verts plutôt qu'avec les yeux bleus. C'est un discours dangereux parce que chercher les causes de l'autisme, c'est chercher indirectement les moyens d'éradiquer l'autisme. Vous voyez le problème. Et pour finir, ce qui pose aussi problème à mon sens, c'est qu'on va avoir un enfant autiste qui va arriver avec ses parents chez le médecin et en fait on va regarder d'abord les parents, donc toute l'attention, bonne ou mauvaise, va se porter sur les parents, va être dirigée sur eux au lieu d'essayer d'être dirigé vers l'enfant, au lieu d'essayer de comprendre l'enfant, comprendre ce qu'il ressent. Donc c'est un peu comme si l'enfant finalement il passait au second plan ou il disparaissait un peu, voire complètement, parce qu'on est obsédé par cette fameuse question, mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit comme ça? Et les parents eux-mêmes vont se poser cette question, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a loupé pour qu'il soit comme ça, pour qu'il soit autiste? Donc imaginez après ce que peut intérioriser l'enfant qui entend ça dès le plus jeune âge, ou bien même qui ressent, qui perçoit ça chez ses parents et chez les autres adultes. C'est assez terrible. Et là, je ne parle pas forcément des familles dysfonctionnelles, hein, je parle des familles en général qui ont une idée aussi biaisée de l'autisme et qui du coup se culpabilisent parce qu'ils veulent peut-être un peu trop bien faire et qui croient que c'est de leur faute. Voilà. Mais que se passe-t-il du coup, maintenant j'en viens au fait, quand on a un enfant autiste dans une famille dysfonctionnelle? Voilà. Déjà, on peut dire que la famille, quand elle va se rendre compte que l'enfant est différent neurologiquement, elle peut très vite faire sentir à l'enfant qu'elle lui fait honte. Voilà. Faire sentir à l'enfant que ce qu'il est n'est pas normal et le pousser ainsi, plus ou moins subtilement, à se normaliser, à taire ce qui dérange les parents. Et notamment ce qui les dérange quand ils sont en société, quand ils sont en public. Ensuite, ils peuvent aussi consulter quelqu'un, un médecin, un spécialiste, un psychologue. Donc là, je parle des familles vraiment toxiques, dysfonctionnelles. Ça ne sera pas par bonté d'âme ou par bienveillance, ni parce qu'ils se soucient de leur enfant. Ça sera souvent pour eux, pour que le médecin trouve la solution afin que leur enfant ne les gêne plus, pour que le médecin arrive à guérir leur enfant. On peut ensuite avoir plusieurs attitudes de la part du médecin. Oui, donc je vais pas mal parler aussi du rapport avec les professionnels de santé parce que là, je me situe à la petite enfance. Donc on va avoir un médecin qui, par exemple, identifiera bien un trouble autistique chez l'enfant et qui pourra être du coup, entre guillemets, complice du parent maltraitant, c'est-à-dire que le parent narcissique, lui, il va se mettre au centre et il va jouer la carte de la victime. Il va dire que son enfant est impossible, que son enfant le tyrannise, et donc le médecin, le psychologue, l'intervenant, quel qu'il soit, pourra se montrer très à l'écoute, bienveillant à l'égard du parent. Il lui apportera donc toute l'attention dont le parent narcissique a besoin, là encore au détriment de l'enfant qui passera au second plan et qui sera là encore invisibilisé. C'est le parent qui compte, c'est lui avant tout, c'est lui qui souffre, c'est lui qu'il faut rassurer, mais l'enfant et ce qu'il ressent et ses besoins, ça passe après, quoi. Voilà. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que les parents ne doivent pas être soutenus par les professionnels ou par la société en général. Je sais, en tout cas, j'imagine à quel point être parent, c'est extrêmement difficile. On a parfois l'impression de ne pas y arriver, même quand on fait de son mieux, de ne pas prendre les bonnes décisions. Et toute la société peut très vite nous jeter la pierre et nous faire culpabiliser. D'ailleurs, je trouve que c'est assez paradoxal parce que autant on sacralise la famille, il y a quelque chose comme ça qui est passionnel, on ne touche pas à la famille, et de l'autre côté, on n'hésite pas non plus à cracher sur la famille et notamment sur la figure de la mère. Voilà, c'est assez paradoxal. Donc être entendu et soutenu par les autres, c'est une aide précieuse pour les parents.
Voilà, donc je ne remets pas ça en question. Et d'ailleurs, je n'aime pas la distinction entre bons ou mauvais parents. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire ça. Je dirais qu'il y a plutôt des parents qui ont plus ou moins de ressources ou des parents qui sont plus ou moins armés pour devenir parents. Pour moi, vraiment, le but d'un parent, c'est d'aider à faire grandir son enfant pour qu'il devienne un adulte autonome. Et ça passe bien sûr par beaucoup d'amour, d'affection, voilà, un amour qu'on dit inconditionnel. On n'a pas un enfant comme on posséderait un objet. On devient parent bien plus qu'on a un enfant. Donc en fait, on se transforme, à mon sens, hein, pour incarner cette fonction parentale. Donc les parents qui s'inquiètent parce qu'ils aiment leurs enfants et qui, au nom de cet amour, l'amènent chez des spécialistes pour comprendre ce qui se passe pour lui afin de mieux l'accompagner, très bien, mais le parent narcissique, lui, amènera l'enfant non pas pour aider cet enfant, mais pour récolter de l'attention pour son compte. C'est-à-dire que le bien-être de l'enfant n'est qu'un prétexte pour en réalité se mettre au centre, pour à nouveau se faire plaindre et récolter de l'attention. C'est lui qui compte avant tout et l'enfant n'est qu'un objet pour arriver à ses fins. On pourrait d'ailleurs assister à un discours parfois assez étrange de la part de ce parent qui, incapable d'intériorité hein, et d'empathie, ne voit pas en son enfant ce qu'il est, c'est-à-dire un être vulnérable, dépendant de lui, mais je dirais un autre, voire le grand autre. Quelqu'un qui peut potentiellement utiliser à ses fins, voire même détruire hein, s'il le décide, selon son bon plaisir. Je pense qu'il ne comprend pas le concept d'enfant, le parent narcissique, vraiment. Je pense qu'il voit en l'enfant un rival, de la même façon qu'il voit en chaque être qu'il croise un rival, quelqu'un avec qui il est potentiellement en concurrence, quelqu'un qui lui veut du mal aussi, parce que c'est très personnel pour le parent narcissique, quelqu'un qui le persécute. C'est un grand paranoïaque, le narcissique en fait. Hein. Il est totalement insécure. Et donc ça vaut aussi pour son enfant malheureusement, pour les enfants. Et donc vous pourriez entendre ce genre de phrase de la part de ce parent, il me pousse à bout, il le fait exprès, c'est pour m'embêter qu'il fait ça, il cherche à me faire souffrir. Voilà, donc des phrases quand même qui paraissent un peu excessives. Moi, par exemple, mon parent narcissique, il me disait que j'étais un enfant très fermé, comme si c'était une attitude volontaire de ma part contre lui. Euh, Dire d'un adulte qu'il est fermé, pourquoi pas, mais dire d'un bébé qu'il est fermé, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Voilà, donc on est tous sur le même plan pour lui en fait, et de toute façon c'est lui la victime, c'est lui qui compte avant tout. Donc il va retourner la situation, et en fait l'enfant va devenir son bourreau. Ce qui va du coup autoriser ce parent à le maltraiter encore plus, parce que il est responsable de tous ces maux. Donc même nos comportements autistiques en fait, il va les interpréter, il va les voir comme des attaques contre lui presque. Après, il y a aussi une autre posture chez les professionnels qui, à mon sens, est toxique et qui nous porte préjudice à nous les autistes. C'est un enfant qui a des difficultés. Le parent ou le médecin, le spécialiste, le psy, il va interpréter ça comme le signe d'un mal-être intérieur. Donc déjà, c'est pas parce qu'un enfant a des difficultés qu'il a forcément un mal-être intérieur, etc. Bon. Et ensuite, il va rencontrer le parent, notamment le parent narcissique. Et là, peut-être qu'il se rendra compte assez vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce parent, qu'il y a un mal-être aussi chez ce parent. Et donc, premièrement, il va faire le lien entre les difficultés de l'enfant et un éventuel mal-être qui serait dû à son environnement, notamment familial. Et ça, c'est pas forcément valable. Mais ensuite, il va peut-être en déduire que parce que l'enfant, vous savez, on dit que l'enfant, quand il est petit, il fait pas la différence entre lui et son parent. Il est dans un rapport, il n'a pas encore tout à fait conscience des limites. Donc en fait, il fusionne avec son parent. Enfin, c'est ce qu'on dit et que du coup, selon le professionnel, il pourrait en déduire que en fait, il exprime le mal-être refoulé de son parent et qu'en étant mal, le bébé indirectement, il pousse son parent, ou le petit enfant, hein, il pousse son parent à aller consulter pour se soigner. Alors ça peut vous tirer un peu, ça peut vous sembler un peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que ça arrive assez souvent et moi-même, en fait, c'est l'interprétation qu'ont fait les professionnels de santé quand j'étais petite. Ils ont dit à mon parent, ah bah regardez,
elle va mal, mais en fait c'est vous qui allez mal, mais elle a pris vos problèmes sur ses épaules pour que vous puissiez régler vos problèmes. C'est merveilleux, n'est-ce pas? En fait, elle vous a amené indirectement à aller consulter un psychologue. Et là, mon parent était émerveillé de voir à quel point je pouvais, comme ça, développer une stratégie pour l'aider lui. Je peux vous dire que ça a bien nourri son narcissisme intérieur. Donc du coup, l'enfant, lui, il va très bien, mais en fait, c'est le parent qui va mal, selon le médecin. Donc là encore, on invisibilise l'enfant et ses besoins et ses difficultés également au profit du parent et on objective cet enfant. Donc l'enfant n'est qu'un moyen pour le parent narcissique d'être au centre et d'avoir de l'attention. Mais attention, c'est une attention qui est vaine, puisque de toute façon, le parent il ne va jamais régler ses problèmes, le parent narcissique. Et quand vous avez un enfant qui va mal d'ailleurs, ou qui a des difficultés, bien sûr que ça vient chambouler intérieurement le parent, c'est normal, et bien sûr que peut-être ça peut confronter le parent à des choses douloureuses de son histoire, qu'il voudra peut-être ensuite aller régler en thérapie. Donc ça peut peut-être effectivement l'amener vers une démarche saine, une démarche de développement personnel pour ce parent. S'il s'agit d'un parent sain, mais là on parle d'un parent narcissique qui n'est pas construit intérieurement, donc là, je vous parle d'un parent qui n'a aucune envie de régler ses problèmes, puisque c'est toujours la faute des autres. Lui, ce qu'il entend, ça n'est pas monsieur, madame, votre enfant vous pousse à aller regarder à l'intérieur de vous ce qui vous fait souffrir pour éventuellement vous sentir mieux. Non, ce qu'il entend, c'est votre enfant est capable de prendre sur ses épaules votre souffrance. Extraordinaire, profitez-en bien. Là, je suis un peu cynique, mais autrement dit, le parent narcissique comprend à travers le discours médical, et d'ailleurs, sans doute qu'il aurait compris tout seul, sans forcément l'aide d'un médecin, hein, parce que le parent narcissique est très perspicace. Il comprend qu'il peut se dédouaner de ses problèmes sur son enfant, mais aussi faire jouer à son enfant le rôle de petit psychologue ou de petit thérapeute. C'est son enfant qui va écouter ses problèmes, qui va être son confident, c'est son enfant qui va toute sa vie récolter les plaintes inlassables de son parent, et c'est son enfant qui va aussi être amené à prendre des décisions importantes à la place de son parent. Les rôles s'inversent, le parent devient enfant et l'enfant devient parent. Et les difficultés de l'enfant autiste à la base, elles n'existent plus. Elles ont disparu, refoulées par l'enfant, parce que seul comptent les problèmes du parent qu'il faut aider. Et c'est comme ça que vous avez le rôle de l'enfant sauveur, celui qui va sauver toujours la situation, sur qui on fait tout reposer, malheureusement. Mais j'ai parlé d'une première réaction du médecin. Cette réaction, c'était on est du côté du parent, on le croit, on l'écoute un peu trop au détriment de l'enfant. Maintenant, voyons si le médecin, il voit bien qu'il y a une maltraitance quand même. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Donc il voit qu'il y a maltraitance parentale parce qu'il constate des difficultés de développement chez l'enfant. Donc cette fois-ci, il ne va pas être du côté du parent. Mais en même temps, le risque, c'est qu'il ne voit pas au-delà de cette maltraitance et qu'il ne sache pas différencier finalement les conséquences d'une maltraitance, d'une carence affective, d'un abus émotionnel chez l'enfant et le fonctionnement neurologique de cet enfant. Ce sont deux choses différentes. Et je vous l'accorde, c'est pas simple, c'est subtil, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais là encore, on tente à nouveau de trouver une cause extérieure au lieu de vraiment prendre en considération l'enfant dans ce qu'il est, dans sa globalité. Et pire, on met tout sur le dos de la maltraitance. Et du coup, cette fois, c'est l'autisme qui est complètement invisibilisé. Donc si l'enfant a des routines très rigides, bah, c'est parce qu'il est traumatisé par son parent. Si l'enfant pleure tout le temps, c'est parce que le parent ne lui donne pas assez d'affection, vous voyez. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai un parent maltraitant et j'avais des troubles du développement au niveau moteur, social et langagier. J'ai fait une phobie scolaire, j'ai été déscolarisée et j'ai été au CAMS. Et au CAMS, ils ont très bien vu la relation compliquée avec mon parent. Mais par contre, l'autisme est complètement passé à la trappe, ainsi que ma dyspraxie. Pourtant, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai passé des années à faire des remédiations. Donc c'était à la fois assez lourd et incriminant vis-à-vis de mon parent, puisque pour eux, c'était de sa faute. Et en même temps, ils ont considéré que lorsque mes difficultés se sont réduites, je n'avais plus besoin d'eux, que tout allait mieux pour moi. Et donc, j'ai arrêté le CAMS, mais en fait, rien n'avait été fait et rien n'avait été réglé vis-à-vis de mon parent. Donc finalement, les choses sont restées un peu en stand-by. Et je trouve qu'avoir cette vision-là,
c'est intéressant quand on est plus grand, c'est-à-dire une vision plus systémique. Ne pas prendre la personne uniquement telle qu'elle, mais la prendre en compte dans un environnement donné, que ce soit un environnement familial, un environnement de travail, enfin voilà, un environnement global. Je trouve que c'est très intéressant de faire ça plus tard en thérapie, mais là je trouve que c'est presque contre-productif parce que du coup c'est comme une fuite. J'ai l'impression qu'on va chercher les causes à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? On incrimine les parents, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait on ne regarde pas l'enfant et surtout on n'arrive pas vraiment à faire la différence, voilà, entre ce qui relèverait de la conséquence d'une maltraitance et vraiment ce qu'est l'enfant en fait, parce que l'enfant il n'est pas une page blanche quand il a déjà, voilà, il a son fonctionnement neurologique, il a déjà sa sensibilité, il a déjà son anxiété presque. Et ça, je trouve que c'est pas assez pris en compte. En tout cas, moi, mon histoire, c'était que c'était pas du tout pris en compte. Bon, après, il arrive très souvent que quand le médecin dit aux parents qu'ils ont provoqué l'autisme de leur enfant, alors j'espère que ça, qu'ils ne le disent plus parce que c'est vraiment grave de dire ça aux gens, mais c'est possible qu'ils le sous-entendent, c'est possible qu'ils le pensent, hein, je pense. Bah, en fait, ils se trompent parce que ce qu'ils croient être le déclencheur de l'autisme, c'est en réalité le déclencheur de comorbidité liée à l'autisme. Alors qu'est-ce qui déclenche ça? C'est l'environnement familial qui n'est pas sécure pour l'enfant. Donc en fait, ce qui est, c'est pas que c'est pas que l'autisme il apparaît d'un coup, c'est qu'on va avoir une aggravation des comorbidités ou bien plus de comorbidités, notamment plus d'anxiété. Forcément, si on est dans un environnement insécure, on est plus anxieux, de plus d'anxiété sociale, des TOC du coup pour essayer de régler cette anxiété, plus de rituels, des troubles obsessionnels compulsifs, plus d'insomnie, etc. Donc forcément, l'autisme va plus se voir, ce qui va du coup amener les médecins peut-être à penser que voilà, l'enfant est devenu autiste alors qu'il était dès le départ, et ce qui est devenu visible, en fait, c'est juste les comorbidités. Et la deuxième idée du coup fausse, c'est qui découle logiquement de ce type de pensée erronée, c'est que en travaillant sur l'anxiété, en changeant le régime alimentaire de l'enfant, voire en forçant l'enfant à subir beaucoup de changements, bien l'enfant ne sera plus autiste. Alors qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est à la limite, on enlèvera juste une couche d'anxiété, et tant mieux pour l'enfant, mais aussi une couche de comorbidité. Et surtout le discours que va intégrer l'enfant, et le danger c'est qu'en faisant notamment plein de remédiation à l'enfant, en lui faisant croire que ce qu'il est ça ne va pas, notamment qui dérange sa famille et tout, c'est que l'enfant finalement il devienne un enfant soldat, c'est-à-dire un enfant qui va être en hypervigilance, qui sait qu'il n'a pas intérêt à être tel qu'il est et qui du coup va tout intérioriser, il va intérioriser ses difficultés, il va tout dissimuler et en fait il va masquer, mais même très très jeune en fait, voilà. Donc pour résumer, un enfant autiste dans une famille dysfonctionnelle, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur les conséquences, parce que là j'ai vraiment parlé de la petite enfance, les conséquences plus tard, etc. Qu'est-ce qui peut se développer, qu'est-ce qui peut s'aggraver, etc. Quand on a une famille dysfonctionnelle. Mais en gros, ça, c'est que l'enfant va adopter des stratégies, enfin il va adopter des rôles que lui ont donné son parent narcissique. Notamment, le premier rôle, c'est le rôle du bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est sa faute s'il y a un problème dans la famille, c'est lui qui est responsable, c'est par lui que le malheur arrive. Et donc ces difficultés, elles sont là pour embêter le parent, qui lui trime pour donner un beau cadre de vie à son enfant, qui lui se donne beaucoup de mal pour lui. Donc il va faire culpabiliser son enfant et l'enfant pourra du coup avoir un grand sentiment de honte aussi, honte d'être ce qu'il est parce que du coup il a l'impression qu'il cause le malheur de tout le monde. Voilà. Deuxième rôle, c'est d'avoir le rôle du sauveur. C'est-à-dire que là, l'enfant, il va porter toute la famille. C'est lui qui va écouter les autres, qui va répondre à leurs besoins avant même ses propres besoins. Alors, il peut développer une hyper-empathie, une hypersensibilité aussi, pour compenser le manque justement d'empathie de son parent, parce que du coup, il doit comprendre comme il sait que son parent est dangereux, donc il développe une hyper-vigilance. Il doit comprendre à l'avance ce que son parent pense ou ce que son parent veut pour pouvoir y répondre parce que sinon il a peur d'être abandonné par son parent. Et du coup, c'est pour ça peut-être que plus tard, on a des adultes autistes qui arrivent très bien en fait à lire paradoxalement les visages, mais c'est-à-dire qu'ils vont tout décortiquer parce qu'ils sont encore dans ce schéma de
Il faut absolument que je comprenne ce que l'autre veut, ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent pour répondre à son besoin parce que sinon je vais me faire abandonner. Vous voyez, ça pourrait être une raison à ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi? Bah, il prend toutes les décisions pour la famille, et surtout à la place de son parent. Donc là encore, on va lui mettre des choses sur les épaules, on va le charger, le charger, le charger. Et là encore, ça va développer beaucoup de culpabilité parce qu'il peut aussi se sentir responsable de choses alors dont il n'est absolument pas responsable justement. Et quand on se sent responsable, enfin quand on se sent coupable de tout, c'est très facile d'être manipulé et on est plus vulnérable en fait. Et enfin, le dernier rôle, c'est le rôle du soldat. Je l'ai appelé comme ça, mais vous pouvez l'appeler différemment. Donc généralement, c'est des enfants qui du coup intériorisent tout, donc ils souffrent en silence. Ils donnent l'impression que ça va, donc ils peuvent bien s'apprêter, ils peuvent sourire, ils peuvent même être donner l'impression d'être assez sociables et tout. Mais en fait, ils font profil bas systématiquement. Ils n'ont pas le droit d'exister. C'est assez dur ce que je dis. Ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions. Et donc, en fait, c'est des gens aussi très très discrets et dans le contrôle. Donc voilà, j'ai identifié trois rôles. Alors après, on peut alterner les rôles. Le parent narcissique peut nous faire alterner les rôles en fonction de ses besoins. Et on peut aussi cumuler les trois rôles, malheureusement. Donc voilà, je voulais un petit peu parler d'être autiste dans une famille dysfonctionnelle, mais c'est un vaste sujet. Voilà, ça c'est une première ébauche, on va dire. Enfin, ça fait quand même 26 minutes. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!